Merci. Donc, je vais aborder un autre aspect de la maison d'arrêt, de la prison. Et je vais commencer par une citation. En fait, on va être comme aux États-Unis, avec notre blouson en cuir, notre petit pistolet, notre plaque, et on sera des agents de probation. Je pense que c'est l'idée qu'ils en ont, en fait. C'est ainsi qu'une conseillère d'insertion et de probation, CIP, exprimait au printemps 2011 ses inquiétudes quant aux réformes en cours dans la profession. Elle s'était engagée dans l'administration pénitentiaire par vocation sociale pour venir en aide à une population particulièrement défavorisée et trouvait que les injonctions de sa hiérarchie dénaturaient son métier. Abandon du terme de travailleur social au profit de celui d'agent de probation, développement de procédures standardisées d'évaluation des situations, dont le diagnostic à visée criminologique est l'élément le plus marquant, et enfin un contrôle d'obligation sans suivi social des personnes condamnées. Ces réformes correspondaient certes à un effort d'humanisation de la sanction pénale, un effort global comme l'a expliqué Fabrice. En l'occurrence, il s'agissait de favoriser l'égalité de traitement et de développer des mesures alternatives à l'incarcération. Ces réformes correspondaient également à une revalorisation statutaire des travailleurs sociaux pénitentiaires qui auparavant occupaient des fonctions marginales d'assistance et de suivi éducatif en détention et venaient désormais occuper une place centrale dans l'exécution des peines, en fournissant aux magistrats une évaluation de la forme de sanction la plus adaptée au profil du condamné. Et donc les conseillers d'insertion et de probation devenaient auxiliaires du juge de l'application des peines. Mais dans le même temps, les conseillers d'insertion et de probation qui travaillaient en maison d'arrêt se trouvaient soumis à des contraintes contradictoires. La première étant l'augmentation de la population incarcérée qui faisait peser sur eux une pression pour faire sortir au plus vite afin de libérer des places et donc devaient agir davantage en gestion des flux plutôt qu'individualisation de la peine, comme on va le voir. Pour donner un élément de contexte, le flux de personnes incarcérées, c'est-à-dire le nombre de personnes qui passent par la prison sur une année, était de 67 000 en 2001 et passé à 84 000 en 2009. Donc ça permet de voir l'augmentation de la charge de travail en termes de flux. La deuxième contrainte est la rareté des relais de prise en charge extérieure, alors même que la population concernée est particulièrement précaire, faiblement insérée sur le marché du travail, avec peu de qualifications, connaissant des problèmes de logement auxquels s'ajoutent des problèmes de santé, en particulier psychiatriques. Et le troisième type de contrainte, la responsabilisation croissante des agents publics tenus de rendre des comptes sur les conséquences de leur activité, avec pour corollaire une attention plus grande à l'évaluation de la dangerosité, modifiant la relation de service entre les conseillers d'insertion et de probation et les détenus. C'est donc à travers une approche transversale entre le niveau macro des politiques pénales, dont je viens de rappeler quelques traits, et le contexte socio-économique dans lequel elles s'inscrivent, et d'autre part le niveau micro des pratiques professionnelles locales des maisons d'arrêt, que je voudrais montrer comment le groupe social des conseillers d'insertion et de probation cristallise les tensions relatives au traitement de la délinquance. En se déplaçant du champ professionnel des métiers du social vers celui de la justice, les travailleurs pénitentiaires pensaient gagner en prestige, mais leur métier prenait aussi une coloration morale plus répressive. On analysera ainsi comment les CIP se situent dans le champ du traitement des populations déviantes, comment ce champ est structuré par des oppositions statutaires liées à des compétences, usage de la force pour ce qui est des surveillants, usage du droit ou de l'intervention sociale pour les CIP. Mais ce champ est aussi structuré par des types de relations éthiques, missions sécuritaires, missions humanitaires, auxquelles sont associées des formes de sentiments qu'on pourrait résumer entre le pôle compassion et le pôle répression. On montrera ainsi comment, d'agents compassionnels à la périphérie du système, le groupe professionnel des conseillers d'insertion et de probation est devenu un acteur plus central, mais devant assumer la dimension répressive de l'activité institutionnelle. Donc, je vais tout d'abord rapidement situer la généalogie historique du groupe professionnel des conseillers d'insertion et de probation, avant de voir comment il est le principal acteur de la mise en œuvre d'une pénalité qu'on peut qualifier de libérale. Et ensuite, je montrerai comment l'approche ethnographique, qui donc a été réalisée par une enquête dans 2 maisons d'arrêt de région parisienne, cette approche permet de mettre en lumière les conflits locaux et des dilemmes situés qui apportent un éclairage à la fois sur la subjectivité éthique des agents et sur les enjeux politiques de leur travail.
On questionnera ainsi, à travers différents cas, ce qu'est en pratique que punir aujourd'hui en France. D'un point de vue historique, je ne m'étendrai pas très longtemps là-dessus, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc qu'on appelle SPIP, a été créé en 1999 et il est issu de la fusion entre des services socio-éducatifs pénitentiaires au sein des établissements pénitentiaires qui étaient chargés de l'action sociale en prison et donc de la fusion avec des comités de probation et d'assistance aux libérés qui étaient chargés du suivi en milieu ouvert au niveau des tribunaux. Historiquement, ces deux services sont issus d'une même source qui est l'activité charitable auprès des condamnés, qui avait donc l'ambition de porter secours à une population en détresse et de favoriser la réinsertion des délinquants. Et cette activité a été institutionnalisée progressivement, en particulier avec les réformes de 1945, donc suite à la libération, ce qu'on appelait les réformes Amor, qui visaient à mettre une place plus importante à la réinsertion au sein de l'administration pénitentiaire. Le milieu fermé était sous l'autorité de l'établissement, le milieu ouvert sous l'autorité du juge d'application des peines. Et à cette époque-là, donc en 1945, c'était des assistantes sociales qui avaient en charge les services et qui étaient aidés de bénévoles. Puis des éducateurs pénitentiaires ont fait leur apparition. Ils étaient formés à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Ils ont été recrutés à partir des années 60 et sont devenus majoritaires dans les services dans les années 80. Mais à cette époque, les agents étaient globalement peu nombreux. On en compte moins de 2000 en 1997 pour 54 000 détenus, sans compter le milieu ouvert. Et donc la création du SPIP en 1999, qui forme un seul corps professionnel avec ces deux ensembles de milieux socio-éducatifs pénitentiaires et des comités de probation et d'assistance aux libérés dans les tribunaux. Donc le SPIP forme un seul corps professionnel avec une hiérarchie propre et amène des nouveaux agents. Enfin, il y a un recrutement important. Il y a ainsi plus de 3000 agents en 2010. Et le renouvellement de la profession est d'autant plus profond que ça accompagne une très forte féminisation et d'une élévation du niveau d'études des personnes recrutées, qui sont désormais recrutées majoritairement à Bac+5, avec des formations essentiellement en droit. Donc on assiste à une très forte professionnalisation du métier, qui s'est accompagnée également d'une évolution importante des missions. Un décret de 2010 renomme les CIP conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et recentre leur cœur de métier sur l'exécution de la peine. On voit ainsi un déplacement très net du social vers le judiciaire, une évolution de l'institution pénitentiaire vers davantage de professionnalisme dans la prise en charge des détenus, une évolution aussi vers une politique volontariste pour développer les aménagements de peine qui sont jugés plus favorables à la réinsertion, mais également une reconfiguration de l'intervention normative sur les publics pris en charge. Donc je vais me tourner maintenant sur les situations de travail concrètes pour voir comment les agents s'approprient ces nouvelles missions et quelle est la réalité de la politique qu'ils font dans ce contexte. Et je vais commencer par un cas ethnographique. Donc nous sommes en juillet 2009 dans la maison d'arrêt de Dugne, que j'ai appelée Dugne. Une conseillère d'insertion et de probation, que je vais appeler Corinne, mène des entretiens arrivants. Elle doit recueillir les informations nécessaires pour prévenir la famille du nouveau détenu et engager des démarches de prise en charge. Le jeune détenu a 26 ans, il est français d'origine maghrébine. Il indique qu'il est domicilié chez sa mère et travaillait comme manutentionnaire dans une supérette. Il est tombé, comme il dit, pour recel et explique qu'il avait des problèmes avec sa famille car il devait du coup dormir très souvent à l'hôtel. Il explique qu'il a pris une peine lourde du fait des mécanismes des peines planchées et des sursis tombés. Donc en fait, il avait un certain nombre de petites peines qui s'accumulaient. Et donc la conseillère d'insertion et de probation essaye de juger de son éligibilité pour une peine alternative à la prison. Or, il n'a pas d'emploi stable puisqu'il est intérimaire. Son logement est incertain puisqu'il est en mauvais terme avec sa famille chez laquelle il est domicilié. Et son casier est très défavorable puisqu'il a une succession de condamnations et il a déjà eu une semi-liberté à la suite de laquelle il est retombé.
Donc elle conclut que son dossier est compliqué et elle lui dit « Faites attention quand même parce que vous êtes en récidive. Je ne veux pas vous faire la morale, mais bon, vous risquez de prendre cher et ça ne vaut pas le coup. Prenez le temps de réfléchir, allez voir un psy. » Le détenu est étonné et la conseillère d'insertion et de probation met fin à l'entretien en lui disant qu'il pourra recontacter le service ultérieurement s'il le souhaite. L'entretien s'est déroulé sur le ton de la sollicitude. L'accueil des arrivants est une procédure issue de l'adoption des règles pénitentiaires européennes qui est destinée à atténuer le choc de l'incarcération. Dans ce cadre, les conseillers d'insertion et de probation ont un rôle d'humanisation de la sanction pénale, tout comme l'a expliqué Fabrice pour ce qui est des surveillants. Les conseillers d'insertion et de probation doivent prendre en compte le bien-être physique et psychique du détenu et représentent ce qu'on pourrait appeler la main gauche de l'institution, par contraste avec un personnel de surveillance qui est quand même davantage axé sur la sécurité et qui est habilité à user de la force. Cette distinction entre les surveillants et les conseillers d'insertion et de probation est renforcée par une division genrée du travail, puisque les CIP sont une profession très féminisée, tandis que les surveillants sont encore une profession très masculine, malgré une progressive féminisation. Plus qu'une opposition, pourtant, on peut voir une forme de complémentarité, puisque le maintien de l'ordre en détention est favorisé par la prise en charge des besoins sociaux des détenus et l'offre de perspectives de sortie. Toutefois, la mission des CIP les écarte d'un rôle qu'on pourrait dire maternant, puisque leur travail est en réalité centré sur la rédaction de rapports pour les juges, et au quotidien, ce qu'elles doivent faire, c'est évaluer la responsabilité, le mérite, la dangerosité, le risque de récidive présenté par les détenus. Donc la relation de travail au détenu n'est pas une relation empathique. Comme l'explique une CIP n'est pas là pour trouver des excuses, mais pour replacer les choses. On n'est nullement une CIP maman ou une CIP bonne sœur. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle, replacer les choses, échanger avec des personnes qui ont fait d'autres choix, travailler sur le passage à l'acte. Et donc cet accent s'inscrit dans un discours dominant sur la responsabilité individuelle des délinquants, dans le cadre d'une criminologie dont Chora ce matin a aussi décrit les traits principaux. Très concrètement, le travail quotidien des CIP est un travail donc de bureau qui se tient à l'écart du lieu où sont hébergés les détenus. Les entretiens avec les détenus sont relativement rares. Les CIP y consacrent 1 à 2 heures par jour en moyenne. Et leurs interlocuteurs principaux ne sont pas les détenus, mais les magistrats, qui sont donc des interlocuteurs pour les dossiers d'application des peines, lorsqu'il s'agit donc de préparer des réductions de peine, des permissions de sortir, des semi-libertés, libération conditionnelle, bracelet électronique, etc. Le temps de travail est donc fixé sur le temps du juge et les priorités en termes de suivi sont posées par rapport aux critères légaux qui permettent l'accès à la modulation du temps de la peine. Il y a de ce fait un traitement différentiel des publics qui accentue les inégalités sociales. Comme le disent les CIP, bien sûr, il n'y a pas d'égalité. Si vous avez un SDF, on ne pourra rien faire. Idem pour les sans-papiers. Donc, de fait, comme les aménagements de peine exigent des garanties de réinsertion, typiquement un logement et un emploi stable, et que la majorité de la population pénale est composée d'hommes jeunes peu qualifiés qui ont un accès difficile au logement et à l'emploi, les CIP se trouvent face à une contradiction. Elles ont très peu de leviers pour intervenir sur la situation sociale de leur public et leur action tend à se focaliser sur l'ouverture de droits comme la filiation à la couverture maladie universelle et sur l'évaluation des risques posés par des catégories d'individus puisqu'elles ne peuvent pas intervenir sur les conditions socio-économiques. Ce travail semble caractéristique de ce que Malcolm Filley et Jonathan Simon ont décrit comme la nouvelle pénologie, c'est-à-dire une démarche une approche de la criminalité qui s'intéresse à la gestion des risques plutôt qu'à l'intervention concrète sur les conditions socio-économiques. Et c'est un repli aussi qui est observable dans différents secteurs de l'État libéral. C'est un point commun à l'ensemble du travail social, qui est moins dans l'assistance, mais davantage dans l'accès aux droits et dans le contrôle des obligations contractuelles. Une mesure récente est à cet égard très éclairante. Il s'agit de la surveillance électronique de fin de peine.
Je vais passer rapidement là-dessus. C'est un bracelet électronique en fait qu'on peut obtenir pour les 4 mois, pour les 4 derniers mois de sa peine, et qui n'exige pas de suivi spécifique ou de projet spécifique. Et ce sont les CIP qui peuvent proposer ce type de mesures. Et donc, elle le critiquait vivement, car ça apparaissait pour les CIP comme une mesure visant à vider la prison plutôt qu'individualiser la peine. Donc, c'était vu comme une mesure uniquement de gestion des flux et non de réel accompagnement. Et ça leur paraissait d'autant plus absurde que ça s'inscrivait dans le contexte d'une plus forte incarcération suite à la mise à exécution d'anciennes peines, à l'augmentation de la durée moyenne des peines, etc. Donc, du fait de ces contradictions, les CIP se sentaient prises dans ce qu'elles appelaient une schizophrénie du système, au cœur de laquelle elles se trouvaient comme agents en charge de la mise en œuvre de ces mesures. On va voir dans une troisième partie comment, du coup, les CIP font avec ces contradictions et quel travail moral il est possible de mettre en œuvre. Tout d'abord, il faut souligner que ces contradictions que j'ai indiquées donnent lieu à des situations fortement conflictuelles qui sont traduites en 2008 et en 2011 par des grands mouvements de grève, notamment celui de 2011 suite à l'affaire de Pornic, qui était la mise en cause d'un CIP pour défaut de suivi d'un condamné qui avait tué quelqu'un pendant sa libération conditionnelle. Et donc les CIP avaient dénoncé le manque de moyens, puisque leurs effectifs étaient trop faibles par rapport au nombre de personnes qui devaient être suivies, et un manque de moyens qui allait en contradiction avec la demande croissante de responsabilité des agents publics. Donc il y avait une situation de pression insupportable qui était dénoncée donc, par les CIP. Toutefois, la position des CIP dans les services était très hétérogène. Il n'y avait pas un rejet uniforme des politiques qui était en partie souhaité, car elle permettait une valorisation du travail des CIP. On peut ainsi noter une différence générationnelle entre d'anciens éducateurs plus engagés sur une position de travail social et des CIP recrutés plus récemment et à des niveaux de qualification élevés en droit qui s'assimilaient davantage à des métiers de justice et donc assumaient le rôle d'évaluation comme plus valorisant qu'un rôle d'assistance et de travail social. Ces divisions se retrouvaient également dans les divisions syndicales, avec les deux principaux syndicats qui prenaient des positions très contrastées sur les réformes. Ces divisions se traduisaient également par des dilemmes pratiques en situation lorsqu'il s'agissait de gérer la relation avec les détenus, puisque les CIP mettaient en avant leur difficulté à assumer une double loyauté, à la fois comme conseiller du détenu et conseiller du juge, devoir conseiller un détenu sur la meilleure manière d'obtenir une libération rapidement, et d'être en même temps la personne qui va conseiller au juge la mesure la plus pertinente au regard de la sécurité publique. Il y avait donc des dilemmes très importants qui, donc, comme j'ai dit, correspondaient à des positionnements, des différences de génération, des différences politiques dans les orientations syndicales et des positionnements éthiques différents dans la relation avec le détenu. On peut ainsi voir un ensemble un espace de positionnement dans la prison entre des pôles qui seraient celui du droit et celui du social, et le pôle de la répression et de la compassion, entre lesquels vont s'articuler les différents agents, et ce qui permet aussi de voir que les positions des services ne sont pas monolithiques. Au contraire, il y a d'importants dilemmes et d'importantes parfois conflictualités au sein des services. Pour essayer de mieux cerner les subjectivités éthiques qui apparaissent, je vais citer rapidement 3 cas. Tout d'abord, celui d'une jeune CIP stagiaire diplômée d'un master de droit qui expose comment elle a reçu un détenu dont l'aménagement de peine a été révoqué. Elle explique
Je ne lui ai pas fait la morale, car il ne faut pas mettre trop d'affect. Elle a présenté les nouveaux aménagements de peine possibles, à charge pour lui de développer un projet. On peut ici indiquer le travail moral qui est présenté comme celui d'une responsabilisation avec un effort de la part du CIP de neutraliser les affects et les sentiments quant à l'attitude du détenu. On peut aussi situer dans la même position ce qu'a fait la CIP Corinne dont j'indiquais le cas tout à l'heure, en conseillant aux détenus d'aller voir un psychologue. Par contraste, une autre CIP qui avait 5 ans d'ancienneté, diplômée en économie, recevait un détenu qui préparait un aménagement de peine, jeune, d'origine africaine, très poli, et s'excusait car il lui manquait un papier. La CIP a décidé de ne pas l'inscrire pour l'audience avec le juge, donc de ne pas accéder à sa demande d'aide de délai pour avoir un document administratif. Et elle expliquait sa décision car c'était un dominateur typique du mec de banlieue qui parade. Ici, la CIP mettait en œuvre un principe de condamnation et adoptait une position qui se situait à la fois dans le droit et dans une position morale plus répressive. Un troisième cas serait celui d'une CIP qui avait 10 ans d'ancienneté, diplômée en droit, mais qui soulignait qu'elle avait été formée par un éducateur quand elle était entrée dans l'administration pénitentiaire. Et elle racontait comment elle avait reçu un détenu paniqué, incarcéré en 2011 pour des faits datant de 2005, et avait décidé, pour l'aider, parce qu'elle avait été émue par sa situation, de mettre en place une procédure rapide d'aménagement de peine simplifiée, et donc de mettre en œuvre un principe de compassion en utilisant le droit de manière technique, instrumentale, pour permettre ce traitement moral et social du détenu. On voit ainsi que le traitement moral a partie liée aux émotions qui sont ressenties, mises en œuvre dans les interactions avec les détenus. Et de manière générale, dans les SPIP, on observe un effort de mise à distance des sentiments moraux par la technicité. Les CIP expliquent qu'on ne juge pas, on fait du droit, etc. Mais un retour de ces sentiments moraux dans les manières dont les interactions sont gérées, dans les modes de présentation également des dossiers. Les usages donc de la technicité juridique sont des formes de reconfiguration de la morale et non pas d'évacuation de la morale, et indiquent des rapports différents aussi des CIP à la justice. Le premier cas que j'ai cité est une position très juridiste, de conformité à la justice, qu'on pourrait dire avec la justice. La seconde, qui est davantage dans la condamnation, se pose elle-même en juge, et quelque part elle est donc au-delà de la justice. Et enfin la troisième, un usage un peu plus subversif de sa position, et remet en question la condamnation même, puisqu'elle essaye de faire sortir au plus vite le détenu. Et du coup, quand il s'agit de prise en charge pénale de populations issues de milieux populaires et issues d'immigration, se pose la question du traitement institutionnel de ces populations et de la manière dont les agents se situent en fonction non seulement de leur trajectoire, mais aussi de leur sensibilité, qui vont les affecter à une position dans le champ de cette prise en charge, selon les axes que j'ai indiqués de droit versus social, compassion versus répression, et différents dosages entre ces pôles. Il y a donc des appropriations différentes du cadre moral des politiques publiques, du cadre moral en particulier de la responsabilisation individuelle, et on trouve ici le cœur de la punitivité libérale qui s'applique sur de larges catégories de populations qui sont durablement exclues du marché du travail et qu'en même temps, il faut faire sortir rapidement au nom d'un adoucissement de la contrainte. Les CIP ont alors cette difficile mission qui est de punir avec humanité, une mission complexe dans laquelle se cristallisent les tensions et les contradictions de l'État contemporain. Merci.